Cours de civilisation, Montpellier. Montpellier, la ville aux 100 fontaines. Les premiers habitants de Montpellier ont choisi pour s'installer la proximité de deux cours d'eau, le Lez et son affluent le Verdançon, car dès qu'une vie communautaire s'organise, l'alimentation en eau est primordiale. La conception globale d'une véritable distribution de l'eau va passer à Montpellier par l'embellissement de la ville. Après avoir été associée au début de la révolution industrielle à l'hygiène et la santé, l'eau est aujourd'hui synonyme de plaisir, de qualité de vie et donc participe pleinement à l'animation des quartiers d'une ville. Qu'elle soit installée dans un parc ou en centre-ville, qu'elle possède ou non un bassin, qu'elle soit ornementale ou en eau vive, une fontaine est bien un élément qui s'inscrit dans une politique globale d'aménagement urbain. Dans la plaine languedocienne, dont elle occupe le centre, Montpellier fait figure d'exception. C'est la seule grande ville dont les origines ne remontent pas à l'Antiquité. De cette situation singulière, elle conservera le dynamisme des plus jeunes. Alors que les vieilles cités, vestiges de l'Empire romain, ne cessent de décliner, elle connaît au Moyen Âge un développement d'une rapidité surprenante. De simple domaine agricole, elle devient en quelques siècles une capitale économique et culturelle de tout premier plan. La dynastie des Guilhem, du 1er au 9e du nom, correspond à une longue période de paix pour la ville. Ces conditions favorables lui permettent de se développer de manière spectaculaire. Au XIIIe siècle, la bourgade de l'époque carolingienne est devenue une ville universitaire et marchande importante. Avec Salerne, en Italie, son école de médecine est la plus célèbre d'Occident. En 1289, une bulle du pape Nicolas IV établit un studium généraliste, enseignement du droit civil et canonique, de la médecine et des arts, conférant à l'université de Montpellier un statut égal aux plus grandes telles Bologne ou Paris. Les étudiants y viennent de loin pour écouter des maîtres réputés dans une cité ouverte aux influences des savants arabes ou juifs. L'activité va bon train et les productions transitent par Latte, le port de la ville qui commence avec l'Orient où elle a plusieurs comptoirs. La démographie explose. Avec 35 000 à 40 000 habitants, Montpellier est une grande cité, la seconde du royaume de France après Paris, 80 000 habitants. Le dernier seigneur autochtone de Montpellier est une femme, Marie, qui par son mariage avec Pierre d'Aragon, en 1204, rattache la ville au royaume espagnol. La cité est alors une quasi-république avec ses consuls et une charte des coutumes et libertés. La vente de la seigneurie à Philippe de Valois au milieu du XIVe siècle marque le retour dans le giron de la couronne de France, mais aussi le début d'un lent déclin. Si vers 1440, la ville connaît un sursaut grâce à Jacques Coeur, le grand argentier du roi Charles VII, elle ne retrouvera sa prospérité des siècles plus tard qu'en devenant la capitale administrative du Bas-Languedoc. Au XVIe siècle, les guerres de religion secouent la ville comme le reste du pays. Seule l'intervention des troupes de Louis XIII mettra fin aux troubles.
Pour calmer les ardeurs d'une ville réputée turbulente, le pouvoir royal va ériger une imposante forteresse, la citadelle de l'actuel lycée Joffre. Grâce à Richelieu, puis à Louis XIV, la ville est d'ailleurs une pièce maîtresse de l'administration royale dans le Midi. Elle devient la capitale de ce que l'on nomme alors le Bas-Languedoc, siège d'une intendance et de diverses institutions, cour des comptes, Académie royale des sciences, etc. La ville connaît à nouveau une période faste. Un magasin de belles demeures en dira à cette époque Madame de Staël. Les hôtels particuliers y abondent. Hôtel de Montcalm, Jacques Coeur, de Varennes, de Mons, etc. Si la ville s'embellit avec, notamment, au XVIIIe siècle, la promenade du Pérou et l'Arc de Triomphe, les alentours voient la construction de nombreuses et superbes folies, demeures cossues inspirées des villas vénitiennes qui témoignent de la richesse et du goût des Montpelliérains aisés. Le XVIIIe siècle sera celui de la vigne. En devenant une monoculture à gros rendement, elle permet l'édification de fortunes dont les retombées économiques se traduisent par de grands travaux urbains, palais de justice, église Sainte-Anne et Saint-Roch, théâtre de la comédie. Les années 60 seront marquées par l'arrivée en nombre de populations rapatriées d'Afrique du Nord, les Pieds Noirs. On parle de 30 000 qui y trouvent une terre d'accueil. En retour, ils contribuent avec une énergie de pionniers aux transformations de la ville. À partir des années 70, Montpellier se distingue à nouveau par son dynamisme et sa croissance, sans cesse confirmée depuis. Le 25 mars 1977, Georges Frêche, député et professeur à la faculté de droit, est élu maire. Pendant un quart de siècle, il va modeler et incarner ce nouveau visage de Montpellier, celui du dynamisme et d'un souffle nouveau pour la cité. La création du quartier neuf d'Antigone, lancée en 1983, reste l'empreinte la plus emblématique de cette volonté de transformer une ville somnolente en métropole moderne qui passera en moins de 30 ans de la 25e à la 8e place des villes françaises. Elle devient la surdouée qui brûle les étapes pour se retrouver aux avant-postes de la modernité. Technologie de l'information, informatique, biotechnologie constituent ses principaux axes de développement.